This is it. Il existe des tas de théories sur le Seigneur des Anneaux, mais certaines qui semblent farfelues ont parfois du sens et en voici quelques-unes. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'étendue du monde de la Terre du Milieu incite les fans à s'interroger constamment sur son histoire, ses liens familiaux et la formation du monde. Le légendaire regroupe des centaines de personnages et d'événements dont beaucoup détaillent les transformations historiques de la Terre du Milieu. Bien que Tolkien ait expliqué une grande partie de l'histoire de son univers dans le Silmarillion et dans le roman Les Enfants de Húrin, de nombreux fans ne peuvent s'empêcher d'émettre leurs propres théories. Cela n'est pas surprenant, compte tenu des quelques petites failles dans l'intrigue des récits de Tolkien, à y regarder de plus près. Certaines théories sont tout à fait plausibles, même si elles paraissent farfelues à première vue. Tolkien et ses écrits ont influencé la fantasy depuis ses débuts et ont inspiré d'innombrables autres auteurs, comme pour toute grande œuvre littéraire ou cinématographique, les fans ont élaboré des théories originales pour justifier certaines idées qui n'ont pas d'autre explication canon. Bien que la trilogie du Hobbit n'ait pas connu le même succès, elle n'en demeure pas moins une trilogie visuellement palpitante qui aborde une histoire bien connue se déroulant dans le même mythe. Cependant, les préquels ont souvent été critiqués pour leur utilisation excessive d'images de synthèse, contrairement aux effets spéciaux prônés par Peter Jackson dans Le Seigneur des Anneaux. Par ailleurs, les fans ont suggéré que l'utilisation intensive d'images de synthèse dans Le Hobbit était intentionnelle et reflétait le style narratif excessif de Bilbon. Cette affirmation est renforcée par la façon dont Bilbon décrit sa rencontre avec les trolls lors de sa fête d'anniversaire au début de la communauté de l'anneau. En raison de son âge et peut-être de l'influence de l'anneau, il est possible que Bilbon ait exagéré ses souvenirs du voyage en compagnie de Thorin. Lorsque plusieurs factions se disputent le pouvoir, la nature est l'une des plus grandes victimes. Un fait aussi vrai pour la Terre du Milieu que pour le monde réel. C'est en grande partie pour cette raison que les Ents ont choisi de rester neutres pendant les guerres contre Morgoth et Sauron. Lorsque Silvebarbe dit à Pippin et Merry « Je ne suis du côté de personne car personne n'est du mien », on perçoit une pointe de lamentation face au sort de leur Ent-femme. Une Ent-femme nommée Winterbloom apparaît dans les Anneaux de pouvoir, mais les femmes de cette espèce ont depuis disparu. Les fans soupçonnent les Ent-femmes d'avoir été victimes de l'armée du magicien blanc, qui a rasé les forêts pour que Saruman puisse bâtir son empire. Une autre théorie suggère que ce sont les forces de Sauron qui les ont chassés de la Terre du Milieu. Cela a fait des Ents une espèce en voie de disparition, même si leur extrême longévité devrait les maintenir en vie encore un certain temps. Grima, langue de serpent, était le conseiller peu recommandable qui servait d'agent à Saruman. Le roi Théoden Durand était sous leur emprise malveillante, provoquant le déclin du royaume jusqu'à l'arrivée opportune de Gandalf qui force Saruman à quitter Théoden. Pendant ce temps, Grima fut autorisé à partir et à retrouver son maître à Orthanc. Tous deux finirent par connaître leur destin. Cependant, une intrigue secondaire du livre, absente des films, concernait la tentative tyrannique de Langue de Serpent et de Saruman de s'emparer de la comté. Lorsque Frodon offre sa clémence à Langue de Serpent et une place dans la comté, le magicien blanc révèle que Langue de Serpent a tué leur chef. Saruman déclare que son serviteur, je crois, l'a poignardé dans son sommeil. Il a enterré, j'espère, bien qu'il eût très faim ces derniers temps. Donc, vous l'aurez compris, Grima aurait mangé un hobbit, et étant donné la caractérisation générale de Grima, c'est l'une des théories de fans les plus probables. Dans le nettoyage de la comté, Saruman et ses voyous furent rapidement submergés par le retour des 4 hobbits et de leurs alliés. Cependant, lorsque Saruman révéla jalousement le meurtre de Loto par Grima, ce dernier s'emporta et tua son ancien maître. Le livre raconte comment l'esprit de Saruman devint une pâle silhouette enveloppée d'un voile, implorant la rédemption, mais un vent froid vint de l'ouest et se détourna et dans un soupir se dissout dans le néant. La mort de Sauron est décrite de la même manière dans le texte, par une immense ombre, terrible mais impuissante, jusqu'à ce qu'un grand vent l'emporte complètement. Ces incidents signifient que Saruman et Sauron étaient maillards et furent tous deux réduits à leur forme incorporelle. Cependant, comme l'esprit de Sauron était bien plus puissant, impénétrable couronné d'éclairs emplissant tout le ciel, les fans pensent qu'il a dû asservir l'esprit impuissant de Saruman. La tyrannie de Sauron continuera même s'il n'est capable de manipuler qu'une seule âme. Les parents de Frodon, Drogo et Primula, moururent dans un accident de bateau quand il avait 12 ans. Frodon passa ensuite les 9 années suivantes chez sa famille maternelle, les Brandebook. À 21 ans, Frodon fut adopté par son cousin Bilbon, qui l'emmena vivre à cul-de-sac et en fit finalement son héritier. Cependant, de nombreux fans supposent que Gollum tua les parents de Frodon sur la rivière Brandevin pour se venger du vol de l'anneau unique par Bilbon, alors que Gandalf affirmait à Frodon que Gollum n'avait jamais atteint la comté à la recherche de Bilbon, il aurait pu facilement mentir pour épargner à Frodon la souffrance. Finalement, Gollum n'avait que 2 indices sur l'identité de Bilbon, la comté et Saké. Il aurait donc pu facilement confondre Drogo Saké avec Bilbon, ce qui l'aurait poussé à assassiner les parents de Frodon.
Vers la fin de la communauté de l'anneau, Galadriel observe la communauté quitter Lothlórien en descendant l'Anduin. Avant leur départ, elle leur offre à tous des objets uniques pour faciliter leur voyage. Dans le cas de Gimli, Galadriel lui offre 3 mèches de ses cheveux. Les fans ont supposé que ce cadeau faisait référence à l'elfe orgueilleux Fëanor, qui aurait demandé à Galadriel à 3 reprises une mèche de ses cheveux. Comme elle jugeait Fëanor indigne à chaque fois, le fait que Gimli reçoive 3 mèches de ses cheveux suggère que Galadriel le considère 3 fois plus digne pour ce don. Cela démontre également que Galadriel était au courant du lien qui allait se tisser entre Gimli et les elfes, en particulier Legolas. Après la mort d'Aragorn à l'âge de 210 ans, Gimli finit par se rendre aux terres immortelles dans l'espoir de revoir sa bien-aimée Galadriel. Gandalf est l'un des personnages les plus populaires et les plus influents de l'univers de Tolkien. Il fut le guide de Bilbon et des nains dans le Hobbit et la communauté. Les fans furent profondément attristés par sa chute dans la Moria, combattant le Balrog jusqu'à sa mort apparente. Si Gandalf fut finalement réincarné, prétendument par le dieu tout-puissant Eru Ilúvatar, les fans ont une théorie totalement différente. Tolkien explique que Gandalf est à l'origine un Maya, un esprit primordial créé pour aider les Valar à façonner le monde. Cependant, certains ont suggéré que Gandalf pourrait être la personnification d'Eru Ilúvatar, se manifestant sur la Terre du Milieu sous la forme d'un vieux sage comme Cor-Hot. Dans cette version des faits, Eru n'a jamais eu à ressusciter Gandalf, car il était le magicien bien-aimé depuis le début. Cela dit, la théorie selon laquelle Tom Bombadil est Eru est un peu plus plausible que celle-ci. Des fans ont émis l'hypothèse que la personnalité de Gollum serait en réalité une manifestation de l'anneau unique. Bilbon, comme Sméagol, est représenté appelant l'anneau son précieux. Par conséquent, Gollum pourrait bien être une entité au sein de l'anneau qui tourmente quiconque le détient pendant une période prolongée. Cela n'explique pas pourquoi Gollum a contribué à la destruction de l'anneau unique, même s'il est probable qu'Eru Ilúvatar l'ait fait tomber dans la montagne du destin. Bien que Tolkien décrit l'anneau comme imprégné d'une partie de l'âme de Sauron, il est possible que Gollum ne soit qu'un autre nom pour le Seigneur des Ténèbres. Un surnom en quelque sorte. De plus, si Gollum est véritablement une personnalité de l'anneau unique, il est compréhensible qu'il puisse le retrouver si facilement. Sauron a laissé Gollum partir libre précisément pour cette raison, et seul Gollum a pu localiser Frodon et Sam lorsqu'ils possédaient l'anneau unique. L'épée emblématique Narsil fut brandie par le roi Elendil pendant la guerre de la Dernière Alliance et utilisée par son fils Isildur pour arracher l'anneau unique de la main de Sauron. Les éclats de Narsil furent plus tard reforgés en Anduril, la lame qu'Aragorn porte lors de la bataille des Champs du Pélénor. Cependant, peu avant le Conseil d'Elrond, dans la communauté de l'anneau, Boromir s'approche de Narsil brisé et se souvient de son utilisation pour vaincre Sauron. Aragorn observe Boromir qui se coupe accidentellement le doigt avec la lame, car elle conserve son tranchant légendaire. Certains fans ont suggéré que le comportement de Boromir après cet incident serait dû à un empoisonnement. Son sang est entré en contact avec celui de Sauron, qui aurait pu être présent sur la lame. Cela donne une tournure sympathique à Boromir et excuse quelque peu sa tentative de voler l'anneau unique à Frodon. Dans le Retour du Roi, le public découvre l'intendant du Gondor, Denethor II, père de Boromir et Faramir. Il sert le royaume en l'absence du roi. Le Gondor étant son trône depuis des siècles, Denethor estime mériter davantage de régner qu'un certain Aragorn, un ranger anonyme. Cependant, la mort de Boromir et les visions de Palantir ont précipité Denethor sur une voie sans retour, amplifiant considérablement son comportement déjà irrationnel. Certains fans ont émis l'hypothèse que l'état émotionnel de Denethor était également affecté par l'intoxication au plomb. Dans le film, il est clair que Denethor mange dans des assiettes et boit dans des tasses en étain. Au Moyen-Âge, l'étain contenait du plomb et était une source majeure d'intoxication au plomb. Le plomb provoque divers symptômes, dont le délire et les hallucinations. Par conséquent, l'intoxication au plomb pourrait avoir entraîné Denethor dans un état irréversible. La Moria n'a jamais été le plan de la communauté. Gandalf voulait les guider à travers les monts brumeux pour transporter Frodon jusqu'au Mordor. Cependant, un fan suggère que Gandalf cherchait depuis le début à mener la communauté jusqu'au foyer des aigles, au nord des monts brumeux. Il échoue à cause d'une tempête, forçant la communauté à traverser les sinistres mines de la Moria. C'est une théorie tout à fait plausible, sachant que l'ordre d'adieu de Gandalf à la communauté, fuyez pauvres fous, les exhortait à fuir la Moria et à chevaucher les aigles jusqu'à la montagne du destin. Cette théorie est sans aucun doute une bonne réponse à ceux qui se demandent pourquoi les aigles n'ont pas simplement piloté la communauté pendant tout leur voyage. Même leur dernière apparition pour sauver Frodon et Sam a été orchestrée par Gandalf, l'un des plus proches alliés des aigles en Terre du Milieu. Tolkien s'engage dans l'armée britannique en 1915, après avoir terminé ses études à Oxford. Il n'y a tout lien entre son œuvre et la Seconde Guerre mondiale, n'y ayant pas pris part. Parallèlement, certains fans ont émis l'hypothèse que le Seigneur des Anneaux pourrait plutôt être lié aux expériences de Tolkien pendant la Première Guerre mondiale, autrefois appelée la Grande Guerre. Il existe des comparaisons, notamment concernant les longues scènes de bataille. Un parallèle est établi avec l'expérience de Frodon lors de son retour dans la comté après la destruction de l'anneau. Il écrit que rien n'est plus comme avant et que les cicatrices de son voyage, physique et mental, le hantent encore. Cela a conduit certains à penser que Frodon incarnait un soldat toujours hanté par ce qu'il avait vu à la guerre. La blessure permanente de la lame Morgul dont il souffre est un autre signe de la validité de cette théorie.
Une blague récurrente est que les hobbits adorent manger, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner, à l'autre déjeuner ou tout autre repas. C'est particulièrement vrai pour Pippin et Merry, mais chaque hobbit apprécie d'avoir un garde-manger bien garni et l'estomac plein à tout moment. Initialement, leur obsession pour la nourriture était présentée comme un artifice culturel, un trait typiquement hobbit qui leur faisait privilégier les choses simples comme la nourriture et la vie plutôt que le pouvoir et la violence. Cependant, certains observateurs ont remarqué que l'appétit des hobbits pourrait être une nécessité biologique plutôt qu'une coutume sociale. Par rapport à leur taille naturelle, les petits animaux consomment souvent plus de calories que les grands, car leur métabolisme est généralement plus rapide. La même théorie s'applique aux hobbits de petite taille, suggérant que leur alimentation constante pourrait être une condition essentielle à leur survie. Lorsqu'on entend parler de paysages fantastiques, presque tout le monde pense à la Terre du Milieu. Cependant, George W.R. Martin est un autre écrivain reconnu qui, tout en s'inspirant de Tolkien, a créé son propre univers de fantasy historique à Westeros. De ce fait, certains fans émettent l'hypothèse que le continent des 7 royaumes serait en réalité la Terre du Milieu du futur. Ce phénomène n'est pas nouveau car le monde réel était également supposé être une version future de la Terre du Milieu. Selon les fans, des régions comme le Mordor et le Gondor sont devenues respectivement Valyria et Dorne. Si toutes les autres races ont été chassées, les hobbits sont devenus les enfants de la forêt qui vivent au-delà du mur. Puisque les elfes quittent la Terre du Milieu à la fin du Troisième Âge, ils n'apparaîtront naturellement pas ni à Westeros ni à Essos. Cela dit, le sort des nains reste assez ambigu. Ça faisait pas mal de théories avec du sens. Toi, quelle est ta préférée? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Peut-être que tu en as une autre, n'hésite pas à me la noter. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous de Hobbit, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.